On va accueillir nos deux invités, Jonathan Cherki et David Layani, que je vous ai déjà présentés. Je crois que le président de l'UP avait une petite surprise pour vous. Normalement, nous avons une petite surprise qui doit être déclenchée maintenant. Allez-y. Installez-vous, c'était fait pour. Je crois qu'on peut les applaudir quand même. Bonjour à tous les deux, David Layani, fondateur de OnePoint. Vous êtes une entreprise spécialisée dans la transformation numérique des entreprises. Jonathan Cherki, fondateur de Content Square et donc local de l'étape, si j'ai bien compris, qui fait de l'analyse comportementale des consommateurs. Moi, je ne vais pas faire d'introduction parce que, en fait, la transformation numérique, vous la vivez, vous, au quotidien. Vous en parlerez certainement bien mieux que moi. David, on a beaucoup entendu de choses sur cette crise qui joue le rôle d'accélérateur de la transformation numérique des entreprises. Comment ça s'est ressenti chez vous et quel regard est-ce que vous portez là-dessus? Est-ce que vraiment on a accéléré, est-ce qu'on a rattrapé du retard ou est-ce que tout cela reste finalement une idée reçue? Bonjour Aurélie. Oui, c'est une accélération et c'est évident, et c'est une accélération sans précédent. Moi, j'estime qu'on a gagné 5 à 10 ans de maturité. Il n'aura échappé à personne que pendant la crise, les entreprises ont pu continuer à assurer leurs services et en créer des nouveaux pour faire face à la brutalité qu'elle emportait avec elle. L'État a pu continuer à délivrer des services et les personnes ont pu continuer à s'aimer, à s'éduquer et à se divertir. Il y a eu une prise de conscience et des moyens, là aussi, sans précédent. 280 milliards pour sauver les entreprises et mettre le monde économique en pause, à l'arrêt, en donnant du temps qui devait absolument être utile à tous ceux qui avaient du retard. C'est pas pour rien qu'on a rattrapé la Finlande, par exemple, en matière de télétravail. On a mis 10 ans pour signer des accords de télétravail dans les entreprises, pour travailler 1 ou 2 jours par semaine pour 20% des personnes. Du jour au lendemain, on a basculé tous les emplois qui le pouvaient dans le télétravail et a assuré la continuité de service. Maintenant, la crise, elle a eu des conséquences immédiates. Dans toutes les crises, souvent on dit qu'on renforce l'effort et qu'on balaye les faibles. Là, les forts, c'est-à-dire les plus digitaux, les plus adaptés, ont été confirmés. Il y a eu des talents qui se sont révélés, et notamment en matière de solidarité. On a aussi démasqué des imposteurs, c'est-à-dire ceux qui disaient beaucoup et qui n'avaient rien de concret. On a soigné des convalescents et on a balayé les plus vulnérables. Alors, vous me demandiez comment ça s'était passé chez OnePoint. On a subi la brutalité de la crise comme tout le monde au départ parce qu'on devait tous se concentrer à protéger, à sécuriser nos entreprises, à soigner nos clients et nos salariés. Et puis après, heureusement que nous avions préservé la totalité des emplois, des contrats de travail que nous avions signés à un moment où il y avait peu de visibilité, continuer à embaucher des centaines de personnes pour pouvoir répondre à une demande qui explose, avec des entreprises qui ont besoin de développer de nouveaux services, de réorganiser leur logistique, de continuer à apprendre à travailler en créant des super collectifs à distance en partie, et on voit la demande énorme des salariés, et puis aussi à se repenser, parce que le président de l'UP13 le rappelait à l'instant, on attend des entreprises qu'elles jouent un rôle dans la société et qu'elles puissent contribuer à leur environnement au-delà du développement du chiffre d'affaires et des profits qu'elles doivent faire pour pouvoir continuer à investir et à avoir un vrai projet social. Jonathan, vous, chez Content Square, forcément, le numérique, le digital, c'est ce que vous faites tous les jours. Mais est-ce que toutes les entreprises, toutes les tailles d'entreprises, tous les métiers peuvent s'emparer de cette question de la transformation digitale? Ou c'est réservé à les entreprises comme la vôtre? Alors, bonjour Aurélie, bonjour David. Déjà, je suis très ému et excité d'être là aujourd'hui parce que pendant 10 ans, j'étais de l'autre côté du stade. Mon frère m'a amené supporter Drogba ou Ravanelli, aller droit au but. Et j'espère d'ailleurs qu'à la fin de cette saison, nos amis parisiens vont dire allez l'OM. Ils ont peut-être Messi, mais nous, on a le peuple des entrepreneurs marseillais aujourd'hui. Et en ce qui concerne la digitalisation du monde,
et des entreprises, il y a eu une véritable explosion. Je vis aujourd'hui aux États-Unis et à New York. Pour vous donner quelques chiffres, en 2010, 8% des ventes totales aux États-Unis étaient faites sur le digital. En 2019, 16%. En 2020, 35%. En Chine, au début de l'année, il y a eu plus de 50% des ventes totales qui ont été réalisées en ligne. Donc, comme le disait David, c'est comme si on avait gagné en quelques mois 10 ans de maturité digitale, 10 ans de transformation. Et ça vient toucher tout le monde, à tous les moments et tous les métiers. Un exemple, mon beau-père, il adore jouer au poker avec ses amis et fumer un bon cigare. Physiquement, et bien pendant le Covid, il a continué à fumer un bon cigare, mais il était en face de son ordinateur à jouer en ligne. Oui, mais c'est un peu moins sympa quand même. C'est pas pareil, mais c'est une autre expérience. Et on vit dans un monde où on est connecté partout. Par exemple, cette semaine, j'ai été chez le dentiste, j'ai utilisé Doctolib pour prendre un rendez-vous, j'ai commandé à manger, j'ai pris un taxi sur Uber, j'ai écouté de la musique sur Spotify ou sur Deezer. Donc on est tout le temps connecté et ça va toucher l'ensemble des segments et ça va rester. Ce qui compte maintenant, c'est que les entreprises, elles s'adaptent rapidement. Effectivement, ça peut faire des dégâts. Si on regarde sur les 20 dernières années, sur les 500 plus grandes boîtes du monde, il n'y en a plus que 250 qui sont toujours là. La moitié, elles ont disparu ou elles ont été acquises. Et donc, il y a un vrai enjeu de transformation digitale. C'est plus dur peut-être quand on est une PME. La France, d'ailleurs, a publié des statistiques en montrant qu'elle était le 16e pays en Europe en termes de digitalisation des PME. Mais Marseille est aussi un super bon exemple où on voit un super bon bassin entrepreneurial et on peut y arriver. En tout cas, moi, j'ai vu plein d'entreprises clientes au quotidien qui se sont mis tambour battant à essayer d'offrir une super expérience digitale et ça marche. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites sur le fait que c'est plus difficile quand on est une PME. Il y a eu un baromètre Ipsos qui a montré que les freins à la digitalisation, c'est le manque de temps, le coût de la transformation et la complexité de la mise en œuvre. David, comment est-ce que vous, chez OnePoint, vous vous attaquez à ces sujets ? On le disait à l'instant, Jonathan rappelait tous les usages de notre quotidien, la manière dont les PME et son grand-père s'étaient adaptés à la crise. Et au fond, je le disais, on a mis beaucoup d'argent pour protéger les personnes et garantir les dépenses des entreprises. Et il faut savoir que beaucoup ont rendu ce temps utile. On avait seulement 29% de nos PME qui avaient un site Internet en France, 60% en Allemagne. Bon, on n'a pas encore les derniers chiffres, mais on peut largement imaginer, il suffit d'avoir été chez son fleuriste pour faire du click and collect ou aller chez son commerçant d'à côté qui n'avait jamais eu le moindre début d'un site Internet ou d'une relation e-commerce avec ses clients pour voir que beaucoup ont dû s'adapter. Nous, on a accompagné pas mal de petites entreprises pendant la crise pour les aider à surmonter ces épreuves. Et on a, par exemple, un distributeur de Rungis qui travaillait pour l'hôtellerie et la restauration, Maison Colomb, qui a dû du jour au lendemain se trouver une nouvelle activité et avec qui, en quelques semaines, nous avons développé toute une nouvelle organisation et un tas de services qui lui ont permis d'amener ses produits dans l'assiette directement du consommateur. Et des exemples comme ça, on en a plein. J'ai mon ami Corse qui est dans les tribunes et il nous racontait qu'il voyait des bergers commencer à vendre leurs produits et leur fromage de chèvre par Internet. Donc beaucoup ont rendu ce temps utile. Il y a encore énormément à faire. On a rattrapé une partie du retard, mais très clairement, maintenant, il va falloir regarder devant. Et après être passé à côté de quelques périodes clés de notre histoire industrielle, et notamment sur les 20 dernières années, il va absolument falloir regarder devant et regarder 5G, regarder intelligence artificielle, regarder quantique, regarder hydrogène, en se concentrant sur des secteurs clés autour de la santé, de l'agriculture et du numérique, parce qu'on a tous ces moyens, surtout après cette prise de conscience généralisée, après ce collectif qui s'est créé en Europe pour déployer des moyens considérables, pour avoir comme responsabilité la nécessité d'investir maintenant, tout de suite, très fort, en accompagnant toutes les entreprises et pour répondre rapidement aux PME. On a besoin d'une alliance très forte entre nos grands groupes, nos PME et nos start-up. Elles sont toutes confrontées
a des problématiques particulières. Les grandes entreprises ont la visibilité, la puissance financière et la présence internationale. Les PME, l'agilité et la rapidité d'exécution. Et les startups, l'innovation dans leur ADN. Et on a absolument besoin d'associer la nature de ces entreprises pour aller se déployer à l'international comme en Allemagne, pour retrouver une balance excédentaire et aller à la conquête du monde avec des écosystèmes qui soient renforcés, pas seulement avec des incubateurs de start-up dans de grandes entreprises avec une difficulté à se parler, mais pour créer des vraies collaborations en intégrant même des universités, des laboratoires de recherche pour aller encore beaucoup plus vite et taper beaucoup plus fort. Je vous écoute tous les deux et effectivement, vous avez le digital entre les mains tous les jours. Vous êtes jeunes, vous êtes citadins. Comment on fait pour que cette transformation numérique, elle ne laisse pas sur le carreau le reste de la population ? C'est une bonne question. Ça pose la question de la grande ville, Paris, la capitale, Marseille. Et hier, par exemple, j'ai eu le plaisir de pouvoir déjeuner avec pas mal d'entrepreneurs locaux. Et déjà, il y a un tissu énorme d'entrepreneuriat qui se crée dans les régions. On a vu des sociétés qui faisaient du tissu anti-Covid, des sociétés qui faisaient de la traçabilité et qui innovaient au quotidien. Alors, quand on vend à des grandes entreprises, peut-être que parfois c'est plus difficile parce que les sièges sociaux, ils sont souvent dans les capitales. C'est le cas de Paris. Moi, c'est une des raisons pour laquelle, à un moment donné, j'ai créé mon entreprise aussi à Paris, le siège social de Content Square est en France, parce qu'on vendait des solutions à des grandes entreprises. Mais c'est tout à fait possible aussi de le faire au travers des régions. On a racheté 2 sociétés, dont l'une est à Rennes et une est à Lyon. Peut-être qu'un jour, on aura le plaisir de venir créer une antenne à Marseille. Cette semaine, on a annoncé l'acquisition d'une société qui s'appelle Hotjar, qui a 1 million de clients et qui a jamais parlé à un client en direct. Ça veut dire que de l'acquisition jusqu'à la vente et l'usage du service, tout se fait en digital. Donc ça crée aussi énormément de possibilités et d'opportunités. Et je pense qu'on a des raisons d'être optimistes pour le futur de la France, parce qu'on a un top rapport qualité-prix, loyauté de nos entrepreneurs, de nos équipes, de nos ingénieurs, par rapport à tout ce qu'on peut trouver par ailleurs. Et pour revenir à ce que tu disais sur les incubateurs, il y a effectivement un monde à construire ou à réinventer entre les gros groupes et les entreprises. Mais je vois plein d'initiatives comme les incubateurs. Par exemple, je me sens moi-même responsable. On m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Donc j'ai envie de pouvoir aussi de redonner. On a créé un incubateur d'entreprise au sein de Content Square et d'essayer d'une certaine façon de rendre aux entrepreneurs à la France ce que tous les gens nous ont apporté. On a une vraie responsabilité, d'autant plus avec tous les moyens qu'on a encore plus à disposition. Et dans les entreprises que vous accompagnez, David, comment est-ce qu'on ne laisse pas les collaborateurs sur le bord du chemin de cette transformation digitale ? Il faut accompagner la montée en compétences ? Alors, je pense que c'est un problème plus vaste que ça, qui démarre à l'école. Et là, l'État a un rôle à jouer. Il faut mettre des moyens considérables. A priori, ça va être le cas à Marseille, par exemple, dans des infrastructures avec plus d'1 milliard d'euros pour faire plus de 400 écoles. Mais il faut aussi introduire le digital, comme en Amérique du Nord, au Canada, où on est dès le plus jeune âge. Aussi diffuser dans la culture de l'enseignement un esprit entrepreneurial et faire le plus tôt possible des partenariats entre l'école et l'entreprise pour un continuum qui vise à former chaque personne tout au long de sa vie. Parce que la portée du diplôme, elle se réduit comme peau de chagrin. Bon, j'ai de la chance, j'en ai pas. Mais plus on va avancer, plus ce qu'on a appris à l'école est derrière. Et donc, il faut qu'on puisse apprendre tous les jours pour être capable de préparer demain. Et l'entreprise, évidemment, qu'elle a un rôle à jouer. Mais la fracture que vous évoquez, c'est un sujet, mais attention à ne pas avoir les yeux rivés sur les outils, sur la fibre et sur la formation. Je crois que tout le monde a à peu près compris et que les pouvoirs publics se sont saisis du sujet. Bien sûr qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais si on veut courir plus vite et plus longtemps, il va falloir regarder devant. Pendant qu'on est en train de débattre de la 5G... Certains sont déjà sur la 6. Certains sont déjà sur la 6 et ont déjà commencé à penser tout leur modèle économique autour de la 5G. Parce que la 5G, ce n'est pas de la capacité pour des utilisateurs privés qui vont pouvoir voir plus de vidéos plus vite et plus longtemps. C'est la connexion entre les objets
qui vont avoir pour conséquence la création de nouveaux business. Et je voudrais vous donner un exemple, le port de Marseille, qui est quand même, et je ne sais pas ici, que je vais vous l'apprendre, le deuxième port méditerranéen et le 5e en Europe. Et le plus beau. 3 millions. Ça va sans dire. Et le plus beau. Le plus beau, puisque ma mère, elle a découvert la France sur ce port. Donc oui, c'est le plus beau parce qu'elle avait l'âge de 6 ans et qu'elle m'en parle toujours avec les larmes aux yeux. Mais à travers ce port, c'est 3 millions de passagers par an, 80 millions de tonnes de marchandises. Il est plein à craquer. On a les moyens, grâce à ça, de devenir numéro 1, en gagnant 30%. Pourquoi? Parce que si on peut connecter des bateaux, des marchandises et des camions, avec un peu d'intelligence artificielle et de machine learning, on va être capable d'organiser une file particulièrement précise et gagner 30%. Donc, non seulement on va développer l'activité économique, on va avoir le premier port de la Méditerranée et en plus, on va réduire l'impact carbone. Et vous savez à quel point notre plus grand enjeu, c'est de rendre indéfectible l'innovation technologique et les enjeux climatiques. David parle de faire de la France en fait une nation leader sur le monde numérique. Vous, chez Content Square, à un moment, vous avez été obligé de partir aux États-Unis. Comment est-ce que ça veut dire quoi? Que la France, elle n'est pas encore au niveau où elle devrait être? Alors, on n'était pas obligé, hein. C'était un choix. Parce que de 2012 à 2016, on s'est autofinancé. On est passé de 1 à 100 collaborateurs. Fin 2016, considérant que le marché était suffisamment mature ainsi que notre solution, j'ai décidé de partir aux États-Unis parce qu'à ce moment-là, les États-Unis, c'était le plus gros marché en termes de e-commerce et que mon ambition, c'était de créer le numéro 1 mondial de mon secteur d'activité. Donc, je suis parti tambour battant avec femme et enfants sous le bras. Il y en a un qui était né, l'autre qui était dans le ventre de madame. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants. Et ce que je vois, c'est qu'on fait face à un groupe de Français qui entreprennent, qui sont complètement décomplexés et qui comprennent que pour faire des leaders mondiaux, il faut investir partout. Il faut se développer dans l'ensemble des pays et des territoires. Et on voit les résultats de ça. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis parti là-bas. La société a commencé à grandir, ce qui n'empêche pas qu'on continue à investir massivement aussi sur le territoire français. Et on voit que ça crée énormément d'emplois. 160 000 emplois créés directement ou indirectement par les 120 plus grandes startups en France. Je crois que 530 000 au total, ouais, selon Syntec Numérique. Je crois que le numérique a été le plus grand créateur d'emplois les 6 premiers mois de l'année. Donc certes, il y a des enjeux d'adaptation et ça peut détruire certains jobs, mais ça peut surtout permettre de reconstruire. Et la France a d'énormes atouts pour pouvoir y arriver. Vous avez marqué l'année, en fait. Jonathan, je peux pas passer à côté. Vous avez levé 500 millions de dollars au printemps. La valorisation de Content Square, c'est 2,8 milliards d'euros. C'est un record en matière de levée de fonds. Vous avez l'impression aujourd'hui d'être un modèle pour la French Tech et pour la tech marseillaise? Alors, je ne sais pas si je suis un modèle, mais ce que je peux vous dire, c'est que je fais du mieux que je peux tous les jours en arrivant au bureau, en essayant de casser la baraque avec nos collaborateurs, mais également d'essayer de faire un web meilleur. Ce n'est pas le seul modèle de lever de l'argent. Par exemple, les 4 premières années de l'entreprise, on n'a pas levé d'argent. Et en fait, on s'est mis à lever de l'argent pour financer un modèle de développement. On avait besoin de cet argent pour pouvoir investir encore plus massivement et créer ce leader mondial. Mais je dirais que chaque étape, c'est une étape de découverte pour ma part. Et j'espère qu'on va être encore là dans les 20 ou 30 prochaines années pour révolutionner le monde du digital. David, des exemples comme celui de Jonathan, ça permet de renforcer l'attractivité autour de la French Tech et l'attractivité des talents dont on sait qu'ils sont ultra nécessaires aujourd'hui pour justement avoir des entreprises encore plus fortes. Bien sûr, on crée des précédents par l'exemple et des aspirations dont on a besoin, et ça nous manquait en France. On peut être très fier de la French Tech qui compte maintenant 16 licornes. On est encore loin des 37 anglaises. 17, vous avez raison. Et on est encore loin des 37 anglaises. Mais il y a beaucoup d'innovation qui est produite. Je rappelle que nous sommes la première terre d'investissement, d'accueil d'investissement étranger avec plus de 980 projets versus 950 nos amis anglais et encore un tout petit peu moins 930 nos amis allemands. Tout ça veut dire quelque chose, que nous avions les talents et l'esprit d'entreprise pour accueillir 5 milliards d'euros de levée de fonds et que nous sommes, je le disais tout à l'heure, à un moment crucial où tant les États que les entreprises vont avoir des capacités d'endettement
extrêmement importante sur de très longues durées et pas cher. C'est la première fois de l'histoire qu'on va pouvoir protéger les personnes et investir sur l'avenir. Et ça, à tous les étages. Donc on va avoir besoin de politiques industrielles audacieuses de la part des États et de révéler encore beaucoup de talents comme celui de Jonathan pour pouvoir créer des entreprises, investir et prendre des parts de marché. Et donc oui, c'est parce qu'on a des réussites et parce qu'il y a des grands entrepreneurs. Alors les grands entrepreneurs qui structurent l'économie de notre pays aujourd'hui sont des entreprises qui ont en moyenne 100 ans, hein, ce qui fait notre CAC 40 aujourd'hui. Quand on compare aux États-Unis, les 20 entreprises qui structurent l'économie du pays, elles ont 20 ans. Bon. Ce qu'apporte la crise avec elle, c'est qu'elle redistribue les cartes. Et qu'il y a des espaces qui se créent partout. Et qu'il faut absolument qu'on ait des gens courageux qui aient envie et qui aient envie de faire avec les autres et pour les autres pour créer de nouveaux modèles économiques en utilisant le meilleur de la technologie. Mais cette technologie, on ne va pas la louer toute la journée. Il faut aussi la regarder avec vigilance et la dresser au service de l'humain et de l'environnement, parce qu'on doit se servir de la technologie et évidemment, elle ne doit pas nous asservir. Et il y a des sujets qui touchent à l'enfance, à l'addiction, à la désocialisation. Donc, ce qu'on veut, ce n'est pas la dématérialisation et la déshumanisation, hein, la dématérialisation du lien social, c'est bien la numérisation pour faire mieux partout et plus vite. J'espère que ce n'est pas ce qu'on raconte qui vous a fait fuir, mais non, la pluie. Je crois que c'est juste la pluie. Je suis d'accord avec ce que vient de dire David, et j'irai même plus loin. Je crois qu'aujourd'hui, les collaborateurs, ce qu'ils attendent, au-delà de croissance et de développement, c'est des entreprises qui se battent pour des valeurs. Des entreprises qui vont être plus accessibles, dans lesquelles ils vont venir se reconnaître, qui vont respecter leurs droits fondamentaux, comme le respect de la vie privée quand on parle de digital. Je dis un mot sur l'accessibilité. Il y a 1 milliard de personnes qui ont du mal à accéder aux contenus digitaux. Il y a 70% des contenus online qui ne sont pas accessibles. Et on a un vrai rôle aussi à jouer en prenant du leadership sur un certain nombre de sujets là-dessus. C'est vrai, on le constate de plus en plus. Il y a 4 piliers qui font de la relation, hein, avec nos talents et nos futurs talents, avec un enjeu d'attractivité gigantesque. C'est en un, la nécessité d'avoir du sens, parce que la plus grande fracture pendant cette crise, c'était la fracture de sens entre ceux qui savaient quoi faire le matin et être utiles aux autres, et ceux qui ne savaient pas quoi faire le matin. C'est la nécessité de prendre du plaisir aussi dans son environnement. C'est la nécessité absolue, on en a parlé tout à l'heure, d'apprendre. Hein. Je rappelle qu'il y a 17% d'illectronisme, hein, de gens qui sont très mal à l'aise avec le web, et il faut les accompagner. Et puis, faut pas avoir honte, il n'y a pas de tabou, des gens qui veulent aussi mieux gagner leur vie et réussir leur vie. Et donc, le partage de valeurs, comme dans des sociétés comme la nôtre où 20% du capital est détenu par ses salariés, cette part va passer à 25% dans les 12 prochains mois pour que chacun puisse être actionnaire de son outil de production et associer le sens et le plaisir de gagner plus et mieux. Jonathan, moi je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur l'engagement et sur les valeurs et sur le fait d'être des entreprises responsables. Je crois que c'est une des thématiques fortes aujourd'hui à ce 21e Forum des entrepreneurs. Comment est-ce qu'on réconcilie le numérique avec ces enjeux de responsabilité, de sobriété numérique, d'éco-responsabilité ? Il faut prendre des actions. C'est pas que c'est pas que des dits, c'est des vrais actes. Typiquement, on a racheté une société sur l'accessibilité pour faire en sorte que, comme dans le monde physique, l'ensemble des sites web soit accessible. On a créé une fondation sur l'accessibilité numérique pour permettre à tous les étudiants de pouvoir accéder aux contenus digitaux de façon parfaitement simple, les aveugles, les dyslexiques, mais même les personnes âgées, les malentendants. Ça passe par redonner et repartager la valeur. Les exemples de l'incubateur qu'on voit pléthore et qui vont dans ce sens-là. Ça passe par partager le capital
de l'entreprise. On avait vu beaucoup ça dans les sociétés américaines, mais on voit aujourd'hui ça de façon plus généralisée dans l'ensemble des startups. Par exemple, 100% des collaborateurs de Content Square ont des stock options ou des actions de Content Square. Donc Content Square, c'est pas juste Jonathan ou ses actionnaires, c'est l'ensemble des collaborateurs, de sorte que quand Content Square grandissent, ils grandissent avec eux. Et on a aussi de la responsabilité à les faire grandir avec l'entreprise. Moi, chaque jour, c'est une découverte, mais je veux que cette curiosité, cet apprentissage, ça marche aussi pour les collaborateurs. Ça passe par des parcours initiatives, ça passe par changer de job toutes les 5 années pour pouvoir découvrir des nouveaux horizons et faire en sorte que tous ensemble, on crée des blockbusters. Ça passe par prendre des engagements sur du recrutement. On va recruter 1500 personnes dans les 3 ans qui viennent, dont la moitié en France. Et ça passe par prendre effectivement énormément de plaisir, qui est cette folie pour faire en sorte que demain, on ait encore plus de champions mondiaux qui soient français et, j'espère, marseillais. Évidemment, ça commence par là. David, vous, comment est-ce que vous appréhendez justement ces questions d'engagement au quotidien? Vous disiez, vous partagez la valeur avec vos collaborateurs. Aujourd'hui, les entreprises doivent avoir un sens des responsabilités plus grand. Est-ce qu'il faut des contreparties? Moi, je me souviens, c'était un grand débat il y a quelques années de ça. Il fallait que les entreprises, par rapport à ce que faisait le gouvernement, il fallait des contreparties. Est-ce qu'on est revenu à ça, finalement? Moi, je crois qu'il faut prioriser. Et après, il faut faire confiance. Il n'y a aucune relation qui n'existe sans confiance, qu'elle soit amicale, sentimentale, professionnelle. Et je crois dans son lien avec l'État, qui doit jouer un rôle d'accélérateur et pas de contrainte. On a longuement parlé des enjeux et des défis que nous avions à relever. Oui, mais c'est un équilibre à trouver, parce que si on ne pilote des entreprises que par l'aversion au risque, je peux vous assurer qu'on va se revoir dans quelques années et qu'on ne sera pas sorti de l'auberge. Donc à un moment, il faut foncer, il faut créer de la valeur, et après on régule. C'est important. On veut développer, par exemple, des entreprises et un digital éthique et responsable. Mais si on ne prend l'économie que par ce bout-là, on va avoir des difficultés. C'est beaucoup plus facile de réguler et de partager quand on a créé. Bon. Sur l'engagement, l'entreprise à laquelle je crois, c'est une entreprise qui partage et qui échange beaucoup avec ses collaborateurs, qui les invite dans le dialogue à penser les solutions de demain, parce que les solutions ne se trouvent pas toujours à l'extérieur et elles sont souvent dans la tête des salariés de l'entreprise. Et la contrepartie de l'entreprise vis-à-vis de ses salariés, c'est de décider vite et courageusement. Donc, le modèle d'entreprise que je défends et dont je fais la promotion, c'est beaucoup d'horizontalité pour penser des solutions et que chacun puisse s'exprimer dans l'entreprise, comme pour le télétravail. D'ailleurs, Apple en a subi les conséquences sur le retour en présentiel, et une décision extrêmement courageuse qui soit incarnée en toute responsabilité et qui soit expliquée tout le temps aux salariés de l'entreprise. Ça, c'est très important. Une des réponses aussi que je voulais apporter par rapport tout à l'heure à l'engagement et au lien de confiance, on en parle beaucoup sur le télétravail. Et les territoires sont une réponse. On parle beaucoup aujourd'hui de semi-résidence secondaire ou de semi-résidence principale, avec beaucoup de gens qui ont découvert pendant la crise qu'on pouvait habiter un peu plus loin, bosser toujours aussi bien, en ayant une meilleure qualité de vie. Mais ça marche que s'il y a le lien de confiance dans l'entreprise. Et une autre réflexion que ça a apporté en nous, parce qu'on va s'investir massivement en Provence et dans la région, avec l'idée d'embaucher des centaines de personnes, sans avoir un gros business dans la région. Et c'est la première fois, et ça m'a fait beaucoup réfléchir cette crise, qu'on va, non pas là où il y a du business pour développer ses affaires et embaucher des gens, mais là où on peut faire venir les meilleurs talents. C'est important ce que vous dites, David, parce qu'en fait, la transformation digitale, ça permettra sans doute de décentraliser des emplois, Jonathan. Oui, on a des bureaux aujourd'hui à Paris, Munich, Londres, New York, San Francisco, Tel Aviv, Tokyo, Singapour, donc des grandes capitales, mais on s'est récemment mis à ouvrir de plus en plus de bureaux dans ces régions-là, parce que c'est là où il y a des top talents et qui ont un super rapport qualité, prix, loyauté.
Donc, il n'y a plus de raison particulière de ne pas voir apparaître un plus grand développement économique de l'ensemble des régions, parce que les entreprises, et encore plus peut-être, c'est peut-être le seul côté positif du Covid, ont encore mieux appris à travailler ensemble, à distance, où qu'elles soient. J'aime bien ce qu'il dit, c'est le côté positif du Covid. David, moi je vous ai entendu dire, j'aime pas dire la crise c'est une opportunité, mais en fait un peu quand même. Je dis que ça ouvre des perspectives et que quand on a un bilan tragique avec des millions de morts, je ne peux pas voir des tas de personnalités qui ont des responsabilités dire que c'est génial et que c'est une opportunité. Non mais bien sûr, mais cela mis à part. Donc je pense qu'il faut parfois, et souvent même, peser les mots. Ils ont une importance et donc je veux bien parler de perspectives nouvelles, même d'obligations de résultats pour tous ceux qui sont en responsabilité, mais pas d'opportunités. Ça marche. Et vous là-dessus, Jonathan, la crise c'est une opportunité quand même ou pas ? On a tous eu des moments difficiles, mais même nos entreprises, je pense qu'il n'y a pas eu une personne qui n'a pas été touchée dans son quotidien ou même l'ensemble des entreprises. Mais comme le disait aussi David, il faut aller de l'avant. Ça crée beaucoup de possibilités et je vois souffler un élan d'optimisme sur le futur du digital, le futur de la France et les possibilités pour voir nos entreprises grandir encore plus et s'épanouir ici et mondialement. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'on aille plus vite, plus loin, si vous aviez une baguette magique ? Juste du temps. Finalement, pendant les 4-5 dernières années, on a dit ouais, la France, elle a des super talents, mais le problème, c'est qu'elle manque de capitaux. Et on a là, ça y est, quand même. Ça y est, on voit beaucoup d'argent qui est injecté, pas uniquement même des fonds d'investissement français ou européens, mais même des fonds étrangers qui voient la spécificité européenne et encore plus la spécificité française. Donc ces boîtes-là, elles sont animées par des entrepreneurs qui, par leur début de leur histoire, ont tout de suite pensé grand et mondialement, avec des vraies logiques d'innovation et de disruption et avec beaucoup de moyens. David disait justement que l'année dernière, il y avait autour de 5 milliards investis, faisant de la France le premier pays européen en termes d'investissement. Ça va être autour de 10 milliards cette année. Et avant, on voyait plus des plus petites levées de fonds pour pouvoir accélérer des projets. Moi, je me souviens, à 5 millions, on était hystériques. Ouais. Et aujourd'hui, à moins de 50, on se dit « oh ». Mais ce qui est bien, du coup, c'est qu'il y a de plus en plus d'argent injecté pour pouvoir créer des projets de plus grande envergure. Donc, je pense que le capital est là, les produits sont là, les équipes sont là, le talent est là. On va voir apparaître maintenant des entreprises qui vont venir se coter, que ça soit en France ou aux États-Unis. Et on va voir apparaître des futures sociétés de cette Startup Nation qui vont peut-être demain faire partie du CAC 40 en France. Donc il faut juste maintenant laisser faire le temps. Je pense que l'écosystème a pris conscience de ces possibilités. L'État a facilité un certain nombre de dispositifs pour voir l'injection de capitaux étrangers. Et je crois qu'assez naturellement, on va voir des géants mondiaux pousser ici. Pousser ici en France ou il faut une task force européenne derrière ? Alors, j'aime toujours mieux quand on parle d'Europe et quand on parle d'un marché de 400 millions. Qui compte énormément d'opérateurs télécoms, 19 par exemple, 4 aux États-Unis. Avec, il faut le dire aussi, une difficulté parce qu'on a des gens qui ne parlent pas la même langue et qui n'ont pas le même système, ni fiscal, ni social et ni environnemental. Bon, beaucoup de progrès à faire dans ce domaine, mais on a une période assez unique en matière de financement dont il faut se saisir. Il faut être agressif et il faut investir. On a un moment, on ne sait jamais combien de temps ça dure, où il y a énormément d'argent sur les marchés, la Banque centrale prête à des intérêts négatifs, les banques, les fonds ont énormément d'argent, mais attention, parce qu'un jour, il va falloir le rembourser, cet argent. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont de grands projets, qui méritent de lever beaucoup d'argent pour le dépenser vite, mais attention, Jonathan le disait il y a une minute, le temps, ça ne s'achète pas. La maturité non plus. Et en levant beaucoup d'argent, on peut aussi brûler quelques étapes et parfois se brûler les ailes. Donc il faut faire très attention parce que la pression de devoir dépenser l'argent peut conduire parfois à de grandes difficultés. On échange beaucoup avec beaucoup d'entreprises qui doivent grandir très vite. Et il faut qu'elles puissent aussi acquérir cette maturité, tout en étant particulièrement dynamique et agressif pour aller à la conquête, mais en étant conscient de l'enjeu à un moment où il faut bien se rendre compte, l'argent va perdre de sa valeur. Et l'argent va perdre de sa valeur pour les entreprises, pour les investisseurs et pour les investissements, mais attention, parce que y a plein de gens qui peuvent se sentir au bord de la route. Donc il faut de la détermination, parce que des gens pleins de talent,
dans des placards, j'en connais beaucoup. Et il nous faut des gens déterminés parce que ceux-là ont plus vocation à réussir. Mais des gens déterminés qui sont capables de prendre les risques pour utiliser cet argent utilement et en tendant la main à ceux qui habitent dans des quartiers auxquels on va donner des lignes de métro là pour pouvoir aussi leur dire que tout est possible. Parce que la redistribution des cartes en ce moment, elle donne des possibilités à tous. Et il faut dire à tous que c'est possible. Et tous ceux qui ont des responsabilités économiques, ben, ils doivent tendre cette main et faire en sorte que ces cercles vertueux se créent. Le mot de la fin, Jonathan. Oui, je dirais aussi que ce n'est pas le seul modèle. Hein. Il y a plein d'autres modèles qui peuvent fonctionner effectivement sans surinjection de capital. J'ai vu plein de superbes entreprises, particulièrement ici à Marseille, qui sont des entreprises familiales, très saines, qui grandissent. Donc je crois qu'il y a plein de différents modèles qui vont nous permettre de faire en sorte que le bassin entrepreneurial va continuer à bien se développer. Merci beaucoup, Jonathan Cherki, fondateur de Content Square, David Layani, fondateur de OnePoint. Et merci pour votre résilience face à la pluie. Merci. Merci Allez l'OM, hein!